L'aube se lève sur les vastes plaines du Serengeti comme une lueur d'espoir dans un monde qui ne s'arrête jamais vraiment. La nuit ne disparaît pas soudainement. Elle se retire lentement, comme si elle savait qu'ici, sur cette terre ancestrale, chaque transition est un risque. La fraîcheur nocturne persiste sur le sol et l'herbe humide. La rosée brille comme du métal poli sur des milliers de tiges qui se balancent dans une brise presque silencieuse. Tout d'abord, une ligne orange apparaît à l'horizon, puis une marée d'or avance centimètre par centimètre. La lumière caresse les acacias épars, les ombres se raccourcissent et le paysage gagne en profondeur. Douces ondulations, zones de végétation plus dense, sentiers invisibles marqués par des milliers de sabots. Tout semble paisible, jusqu'à ce que l'on comprenne ce que signifie réellement la paix dans le Serengeti. Cela signifie que personne n'a encore attaqué. Au loin, un gnou souffle et fait quelques pas. Un zèbre secoue la tête, agacé par les insectes. Une volée d'oiseaux s'élève en spirale, signe avant-coureur qu'un élément perturbe déjà l'ordre établi. Dans cette savane, la journée ne commence pas dans le calme, elle commence sous le signe de la vigilance. Ici, deux titans se préparent à la guerre. Le lion, roi incontesté d'Afrique, symbole de domination et de terreur silencieuse. Prédateur suprême qui n'a pas toujours besoin de fuir, il doit choisir le moment opportun. Sa puissance ne réside pas uniquement dans la force brute. Elle est aussi faite de patience, de calcul et de maîtrise de la peur qu'il inspire. Le rugissement marque la fin d'une conversation. La chasse, en revanche, en est le commencement. Et le buffle d'Afrique, ce guerrier cuirassé qui ne recule jamais sans exiger un prix, un herbivore qui défie la définition de proie, un animal qui vit le cœur prêt au combat, l'instinct infaillible pour transformer une attaque en embuscade. Le buffle ne se contente pas de survivre, parfois il domine. Il ne s'agit pas d'une simple chasse. C'est une lutte ancestrale de stratégie, de force et de survie. Un affrontement de volonté où chaque rencontre peut être une question de vie ou de mort. Où une morsure malencontreuse, un faux pas ou un accès de panique peuvent bouleverser le destin de tout un troupeau. Bienvenue sur le champ de bataille le plus féroce de la nature, où prédateurs et proies écrivent leur histoire dans le sang et la poussière. C'est le combat ultime, lion contre buffle. Le Serengeti s'étend comme un océan doré sous le soleil africain, mais sa beauté n'est qu'un masque. C'est un écosystème vivant, dynamique, cruel et d'un équilibre parfait. D'immenses prairies alternent avec des forêts clairsemées. Des rivières traîtresses creusent des cicatrices dans le paysage. Et les kopjes, forteresses de pierre surgissant abruptement de l'herbe, offrent ombre, point de vue stratégique et piège. Les kopjes sont très anciens. La roche y emmagasine la chaleur le jour et la restitue la nuit. Des reptiles s'y réfugient dans les anfractuosités. De petits mammifères s'y cachent dans les cavités. Et tout en haut, des lions trônent, tels des statues, contemplant le monde avec une sérénité qui n'est pas synonyme de paresse. Elle est synonyme de puissance. Ici, le climat est une question de survie. Les températures varient de 15 à 35 degrés Celsius, mais la température ressentie change en fonction du vent, de l'humidité et de la poussière. Durant la saison sèche, le paysage se fragilise. L'herbe jaunit, l'eau s'accumule en des endroits de plus en plus rares et ces mares deviennent des foyers de conflits. Les pluies, lorsqu'elles arrivent, apportent une explosion de vie, un vert éclatant, des insectes, des fleurs, des naissances, mais aussi de la boue piégeuse, des crues soudaines et des passages mortels. Dans le Serengeti, l'abondance a toujours un prix. Des millions d'animaux convergent ici. Plus d'1,5 million de gnous, des centaines de milliers de zèbres et de gazelles suivent la grande migration. Une procession ancestrale inscrite dans leurs gènes, guidée par l'odeur de l'herbe nouvelle et le souvenir de routes qui ne s'apprennent pas avec des mots, mais qui se transmettent par l'instinct. Et là où il y a des barrages, il y a des prédateurs. Les léopards chassent dans l'ombre, tels des couteaux recouverts de fourrure. Les hyènes tachetées patrouillent en clans, intelligentes et opportunistes, capables de voler ce qu'elles n'ont pas tué et de tuer ce que les autres sous-estiment. Les guépards bondissent avec une vitesse fulgurante, mais paient ce don par leur fragilité. Les crocodiles du Nil attendent immobiles dans les rivières brunes, leurs mâchoires comme des pièges d'acier vivant.
Chacun d'eux est un maître de la mort, mais aucun animal ne symbolise le Serengeti comme le lion, et aucune proie ne défie le lion comme le buffle d'Afrique. Voici leur histoire. Le buffle d'Afrique est volontairement massif. Son corps imposant pèse des centaines de kilos. Ses muscles sont tendus sous sa peau sombre. Ses cornes recourbées peuvent s'étendre comme une fourche de guerre et la base osseuse des mâles adultes, un bouclier solide, protège le crâne comme un casque naturel. Cette structure n'est pas un ornement. Elle est le fruit d'une vie entière de chocs. Mais le véritable secret du buffle ne réside pas seulement dans son anatomie. Il réside dans son comportement. Les buffles ne misent pas sur la vitesse. Ils ne peuvent rivaliser avec l'accélération fulgurante d'un lion. Un lion peut accélérer comme une balle pendant quelques secondes. Un buffle peut certes courir avec puissance, mais il n'est pas fait pour les longues poursuites ni les virages serrés à pleine vitesse. Alors, comment survit-elle? Avec solidarité, avec les masses, avec coordination. Un buffle isolé est vulnérable. Un troupeau est une forteresse mobile. Le troupeau fonctionne comme un bouclier vivant, les veaux au centre, les femelles protégeant les autres, les mâles forts à l'extérieur. Cette organisation n'est pas un simple geste de bienveillance. C'est la différence entre la survie et la prédation. Dans le Serengeti, la structure sociale n'est pas un détail, c'est une arme. Et il y a un autre élément, la mémoire. On a longtemps cru que ces animaux ne réagissaient que par impulsion. Mais les bisons apprennent. Ils reconnaissent les passages dangereux. Ils évitent les hautes herbes lorsque le vent leur est contraire. Ils repèrent les points d'eau où les embuscades sont plus fréquentes. Et parfois, ils associent une menace à une expérience. Un mâle à la crinière sombre, une lionne marquée, un schéma d'attaque récurrent. Cette capacité de mémorisation ne requiert pas une pensée humaine. Elle est une question de survie, et lorsqu'ils en ont l'occasion, les bisons ripostent. Un lion blessé par un buffle ne meurt que rarement rapidement. La plaie s'infecte, la douleur limite ses mouvements, la chasse devient impossible. La faim s'installe comme un prédateur invisible. Les buffles le savent, et cette certitude rend un troupeau qui ne tolère déjà aucune faiblesse encore plus agressif. L'horizon tremble à son arrivée. D'abord, un murmure sourd, des pas lourds et réguliers. Puis, une masse sombre se découpe sur la lumière naissante. Ce ne sont pas des ombres, ce n'est pas un mirage. Ce sont des centaines de bisons qui avancent comme une marée noire. Voici le Storm Pack. Ils doivent leur surnom à ce qui se produit lorsqu'ils chargent. Ce n'est pas une simple course, c'est un véritable phénomène. Le sol vibre, la poussière se soulève et l'air résonne de rugissements semblables au tonnerre. Dans le Serengeti, le son est une source d'information. De nombreux animaux évaluent le danger à l'ouïe avant même de le voir. Et un grand troupeau, en mouvement sous tension, est une alarme que tout le corps perçoit. En tête, leur chef, un taureau vétéran, énorme, le cou et les flancs sillonnés de profondes cicatrices. Certaines sont fines comme des lames, d'autres sont épaisses, déformées, témoins de vieux coups. Chaque cicatrice est une histoire. Ses yeux sombres et perçants scrutent l'horizon. Il n'a pas l'air d'un animal nerveux. Il a l'air d'un commandant. Il a affronté des lions. Il connaît leur patience. Il connaît leur tactique. Il connaît le prix de la distraction. Le troupeau se déplace comme un seul organisme. Les veaux restent au centre, protégés par un rempart vivant d'adultes. Les femelles forment un cercle de surveillance. Les mâles dominants patrouillent le périmètre extérieur. Muscles tendus, cornes dressées, prêts à transformer la peur en violence. Ce périmètre hérissé est un message visuel. S'en approcher est risqué. La formation varie en fonction du terrain. Dans les champs ouverts, ils se dispersent pour paître. Dans les hautes herbes ou près de l'eau, ils se regroupent. S'ils détectent des signes de prédateurs, ils se mettent en position de défense, les veaux au centre, les plus grands à l'extérieur. L'adaptation est rapide, presque instantanée, comme si un seul esprit contrôlait le troupeau. Ce n'est pas de la télépathie, c'est une communication perfectionnée par des siècles de sélection. Les soufflets transmettent des informations. Un son grave peut signaler une menace lointaine, un son plus aigu et soutenu, un danger proche. Les mouvements de la queue, les oreilles dressées, les têtes qui se tournent, tout cela fait partie du langage du groupe.
Dans le Serengeti, la communication est essentielle à la vie. Sous le soleil levant, la meute se dirige vers une mare. L'eau scintille, tentante. Mais la boue qui borde la rive est traîtresse. Elle conserve les empreintes comme des signatures. L'humidité préserve les histoires récentes. Le leader s'arrête, reniflé. Ses narines se dilatent, capturant chaque molécule. L'odeur musquée du lion arrive portée par le vent, mêlée à un sillage métallique. Vieux sang, viande séchée, un rappel de la mort. Ils ont chassé ici, et il n'y a pas si longtemps. Le taureau vétéran pousse un mugissement grave et profond qui se propage dans le troupeau comme une onde. En quelques secondes, le groupe s'adapte. Il se resserre. Il devient plus défensif. Les veaux sont poussés vers le centre. Les jeunes mâles s'avancent, impatients de faire leurs preuves. Mais les vétérans savent mieux que quiconque. La patience est la meilleure des vertus. L'imprudence, elle, nourrit les lions. Ils s'approchent de l'eau pas à pas. Cornes pointées vers l'extérieur, ils forment un périmètre menaçant. Les veaux boivent rapidement. Les mères boivent sans jamais baisser leur garde. Les mâles scrutent la lisière des arbres. Chaque ombre est suspecte. Le moindre bruissement d'herbe pourrait être fatal. 5 minutes de vulnérabilité absolue, et puis une lueur dorée parmi les buissons. Dans le Serengeti, le danger ne s'accompagne pas toujours de bruit. Parfois, cela s'accompagne d'absence. Les hautes herbes frémissent à peine, comme si seul le vent soufflait, mais le vent est inerte. Les lions, eux, agissent. Un petit oiseau change de direction en plein vol. Une antilope, au loin, lève la tête un instant et reste immobile. Elle ne sait pas ce qu'elle a vu, mais son corps l'a su avant même que son esprit ne le sache. Le buffle de tête renifle à nouveau. Cette fois, l'odeur est plus proche. Ce n'est pas simplement lion. C'est un lion qui était là, à l'affût. Et il n'est pas seul. La densité de la piste le trahit. Ils sont plusieurs. Le peloton se tend. Les muscles semblent se raidir simultanément. Une femelle tourne la tête à droite, une autre à gauche. Un jeune mâle frappe le sol du sabot comme pour défier l'invisible. Mais le chef ne se précipite pas. Il maintient le périmètre. Il maintient l'ordre. Car lorsque la panique s'installe, les veaux sont exposés. Et lorsque les veaux sont exposés, le Serengeti riposte. L'eau est toujours là, scintillante, indifférente. Le soleil se lève déjà. La chaleur commence à s'installer. Les insectes s'éveillent. L'air vibre. Et pourtant, tout ce qui compte désormais se passe dans un rayon de 100 mètres, car dans cette bande d'herbe et d'ombre, quelqu'un mesure des distances. Et lorsqu'un lion évalue les distances, c'est parce que l'attaque a déjà commencé dans sa tête. Les lions ne chassent pas comme les loups. Ils ne poursuivent pas leur proie sur des kilomètres. Ils ne l'épuisent pas. Leur stratégie est différente. S'approcher suffisamment pour que la distance devienne un piège. La savane ouverte semble favoriser les proies, jusqu'à ce qu'on réalise que les hautes herbes, même en terrain plat, constituent un obstacle visuel. À quelques mètres seulement, un lion peut être invisible si le sol est vallonné ou si les herbes lui arrivent au-dessus des épaules. Les bisons ont une excellente vue, mais leur meilleure défense ne réside pas dans la capacité à voir en premier. Il s'agit plutôt de réagir collectivement lorsqu'un individu voit, sent ou entend quelque chose. Il n'est pas nécessaire que tous détectent le prédateur. Une seule personne suffit à déclencher une réaction du groupe. Le problème, c'est que, dans l'eau, l'attention est divisée. Boire implique de baisser la tête. Et baisser la tête, c'est perdre de précieuses secondes. Le bison dominant le sait. C'est pourquoi il garde des sentinelles, des animaux qui ne boivent pas, qui observent, qui écoutent, qui reniflent. Le troupeau se relaie pour ses rôles sans qu'il soit nécessaire de donner des ordres visibles. C'est une discipline sociale devenue instinctive. Mais même la discipline peut échouer si l'ennemi connaît le rythme. Et les lions le savent. L'herbe frémit à nouveau, à peine, une lueur au bord d'un buisson. Ce n'est pas le soleil, c'est un œil doré, fixe, calculateur, scrutant le centre de la formation, à la recherche de ce qu'un prédateur recherche toujours, le point faible. Un veau qui recule de 2 pas, une mère qui arrive en retard, un mâle qui prend trop d'avance et crée un écart. Une seconde de confusion. Dans le Serengeti, le point faible n'est pas un individu, c'est un moment, et ce moment n'est pas encore arrivé. Tandis que la meute Storm se regroupe autour de l'eau, l'autre meute est déjà en position. Aucun rugissement, aucune course, aucun signe évident.
La véritable chasse commence bien avant le premier bond. Caché dans les hautes herbes, des yeux dorés observent dans un silence absolu. Voici le pack Matata. Leur territoire n'a pas été choisi au hasard. Ici, les routes convergent. Les mares saisonnières côtoient des repères naturels propices aux embuscades. Chaque mètre a été défendu dans le sang. Chaque frontière a été marquée d'odeurs, de griffures et d'avertissements qui résonnent dans la nuit. La meute de Matata n'est pas jeune. Elle est expérimentée et dangereuse. Au premier plan se dresse le patriarche. Un mâle adulte, au sommet de sa forme physique, à la musculature dense et à la présence imposante qui inspire le respect sans presque bouger. Sa crinière sombre n'est pas qu'esthétique, c'est un signal biologique et un message social. L'obscurité communique la force, l'agressivité, les victoires passées et surtout la capacité à garder le contrôle. Ce lion n'est pas arrivé ici par hasard. Pour prendre sa place, il devait chasser les autres mâles, survivre à ses blessures et faire preuve d'une qualité essentielle, une dominance durable. Dans le Serengeti, un mâle qui ne protège pas sa meute perd le respect et la vie. Le patriarche ne chasse pas comme les lionnes. Il ne poursuit pas, il ne suce pas. Leur rôle est différent. Intimider, intervenir et exécuter lorsque la force brute est nécessaire. Avec de petites proies, cela peut sembler secondaire. Mais avec les buffles, leur intervention peut être déterminante. La véritable force motrice de Matata, ce sont les lionnes, 7 femmes adultes, chacune avec un rôle acquis au fil des années d'expérience. Plus légères et plus agiles que les hommes, leurs corps sont conçus pour des efforts brefs et intenses. Mais la vitesse n'est qu'un outil parmi d'autres dans une stratégie bien plus complexe. Les lionnes chassent avec leur tête avant leur corps. Ils observent. Ils évaluent le vent, la lumière, le terrain. Ils identifient la vulnérabilité non pas par une faiblesse évidente, mais par des micro-erreurs, un pas de trop, une séparation minime, un retard presque imperceptible. La lionne dominante se distingue même parmi elles. Son corps porte de fines cicatrices. Une de ses oreilles est marquée par des combats passés. Elle a connu des chasses fructueuses et des échecs cuisants. Elle sait que chasser le buffle n'est pas seulement une question de faim, mais d'extrême nécessité. Le bison est l'une des proies les plus dangereuses de ces plaines. Chaque tentative est un pari risqué où la marge d'erreur est infime. Une seule erreur peut entraîner des blessures. Les blessures entraînent la faim. La faim peut entraîner la mort. C'est pourquoi Matata n'improvise pas. 3 chiots observent de loin. Ils ne participent pas. Ils ne s'approchent pas. Mais ils voient tout. Leurs yeux suivent chaque mouvement des adultes, chaque pose, chaque virage, chaque tension dans leur corps. Pour eux, il ne s'agit ni d'un jeu ni d'un cours formel. C'est un apprentissage immersif. C'est ainsi que sont formés les futurs chasseurs. Le Serengeti n'enseigne pas la patience. La tactique de Matata est mise en œuvre avec précision. Plusieurs lionnes se positionnent sous le vent. Le vent emporte leur odeur loin du buffle. D'autres flanquent, décrivant de larges arcs de cercles presque invisibles. La lionne de tête reste en première ligne, mais à distance, contrôlant le rythme. Les mâles restent en retrait, non par faiblesse, mais dans un but précis. Ils attendent, ils observent, ils économisent leur énergie. Leur intervention sera brutale, ou elle sera totalement inutile. La lionne dominante concentre son attention sur le centre du troupeau de buffles. Un jeune veau, à quelques mètres seulement de sa mère. Il n'est pas seul, mais il n'est pas non plus parfaitement protégé. Le regard de la lionne est calculateur, distance, angle, temps de réaction, nombre de buffles à proximité capables de porter, vent, bruit, lumière. Le vent change légèrement, c'est parfait. L'odeur des lions s'estompe encore davantage. Le soleil se lève. La chaleur commence à affecter la concentration. Le moment approche. Les muscles de la lionne se contractent. Ses griffes s'étendent à peine, sans un bruit. Son corps s'engage dans un tunnel. Proie, distance, attaque, 30 mètres, 25, 20. Le veau fait un autre pas, et le piège se referme. La lionne jaillit des herbes comme un projectile doré. En moins de 2 secondes, la distance s'effondre. L'herbe s'écarte. L'air se charge de poussière et de tension. Le veau perçoit le danger trop tard. Il se retourne, mais la lionne est déjà en l'air, griffes déployées, gueules ouvertes. Mais le Serengeti se prête rarement à des fins simples. La bufflonne réagit avec une rapidité fulgurante. Elle baisse la tête, beugle et se jette en avant. Elle ne fuit pas, elle attaque.
La lionne doit renoncer à son saut. Elle se contorsionne, atterrit maladroitement et roule sur elle-même. Ses cornes frôlent son ventre à quelques centimètres. Une seule erreur, et elle serait éventrée. Mais l'embuscade n'était pas un acte isolé. Une seconde lionne surgit du flanc opposé. Un nuage de poussière se soulève, les buffles beuglent, le troupeau réagit comme une explosion noire, les mâles chargent, les femelles resserrent les rangs, les veaux au centre. L'ordre se mue en un mouvement violent, mais pas en panique. La chef de la meute Storm identifie instantanément la lionne dominante et chargée. Une masse de muscles et de cornes avance à une vitesse qui semble impossible pour un tel corps. Le sol tremble. La lionne court à ses côtés, tentant de profiter de l'élan du buffle. Mais le taureau vétéran s'adapte. Il pivote avec une agilité terrifiante. Les cornes lui effleurent le flanc. Les cheveux et la peau sont arrachés. Du sang apparaît. Première blessure du combat. Les autres lionnes tentent d'isoler leur proie, mais la troupe est déjà complètement fermée. Toute tentative d'approche se heurte à des charges coordonnées. Non pas une seule, mais plusieurs à la fois. La stratégie commence à échouer. La lionne dominante lance un cri bas, retraite tactique. Mais le chaos a déjà éclaté. Un jeune mâle inexpérimenté rompt les rangs et charge un buffle adulte. C'est une erreur fatale. Le buffle baisse la tête et charge. Le choc le projette à plusieurs mètres. Avant qu'il ne puisse se relever, d'autres buffles arrivent. Ils le piétinent. Ils le chargent. Ils chargent. La proie est devenue le chasseur. Le rugissement du patriarche déchire l'air. C'est un son grave, imposant, un son qui a précédé d'innombrables morts. Quelques bisons hésitent un instant, mais pas le chef vétéran. Il reconnaît ce lion. Ils se sont déjà battus. Et souvenez-vous, 2 titans s'affrontent. Cornes contre griffes, force contre férocité. Pendant de longues secondes, aucun des deux ne cède. Le lion tente de mordre le museau du buffle. Ses cornes le tiennent à distance. Le buffle pousse, charge, résiste. Le sang coule dans leurs veines à tous les deux. Et puis, le bison recule brusquement. Le lion, poussant de toutes ses forces, perd l'équilibre. À cet instant, ses cornes se dressent et le frappent à la poitrine. Le choc projette le patriarche en arrière. Il s'effondre lourdement. Pour la première fois depuis des années, le chef de Matata a été arrêté lors d'un combat direct. La fierté des lions se retire. Le jeune homme blessé ne survivra pas. Les buffles ne poursuivent pas. Ils n'en ont pas besoin. La poussière tarde à retomber comme si la savane hésitait avant de reprendre son apparence normale. Des particules persistent dans l'air chaud, s'accrochant à la fourrure, pénétrant dans les narines, recouvrant les plaies ouvertes. La lumière filtrée brouille le paysage, mais la réalité ne tarde pas à reprendre ses droits. La terre parle, des empreintes profondes laissées avec violence, des sillons creusés par un corps lourd qui s'est contorsionné pour esquiver, des taches sombres qui ne sont pas de la boue mais du sang qui sèche rapidement. Des cheveux sont éparpillés comme de petits drapeaux de l'affrontement. Et un silence pesant règne, car le combat est terminé mais la guerre continue. Matata signifie se retirer sans courir. Point d'héroïsme. Juste un mouvement discipliné, une retraite imposée par les conséquences. Dans le Serengeti, courir, c'est gaspiller son énergie. Et gaspiller son énergie sans se nourrir, c'est s'exposer à l'épuisement. Ils cherchent l'ombre des acacias épars. La chaleur de midi les accable comme un linge suffocant. Et avec la chaleur vient une autre souffrance, la déshydratation. La chasse infructueuse ne laisse pas seulement la faim, mais aussi la soif. Un corps blessé a besoin d'eau pour survivre. Derrière, le jeune homme reste à l'écart. Non pas qu'il l'abandonne délibérément, mais parce que son corps ne peut plus suivre le groupe. Le choc l'a brisé de l'intérieur. Lorsqu'il tente de se relever, ses jambes tremblent. Sa respiration est difficile, humide, irrégulière, comme si l'air traversait un liquide qui n'a rien à faire là. Chaque inspiration est un effort visible. Le jeune mâle ne rugit pas. Dans la savane, la douleur ne se manifeste pas. La manifester, c'est s'exposer à la concurrence. C'est afficher sa faiblesse, et la faiblesse est une invitation aux hyènes, aux vautours, voire aux autres lions. À quelques mètres de là, les chiots observent. Ils ne conçoivent pas la mort comme un concept, mais ils perçoivent l'immobilité. Ils comprennent quand un corps cesse de réagir. Ils apprennent ainsi, en observant sans tout comprendre, en mémorisant des scènes qui, avec le temps, deviennent instinctives. La leçon est brutale. Une erreur lors d'une chasse au bison ne vous laisse pas seulement affamé.
Elle vous laisse mort. Le patriarche s'allonge sous un acacia. L'ombre est maigre, insuffisante, mais c'est tout ce qu'il y a. Sa poitrine se soulève et s'abaisse difficilement. Le coup des cornes n'était pas une simple poussée, c'était un choc violent. L'énergie se propage à travers les muscles et les tissus internes. Elle provoque des contusions, des gonflements, des douleurs à la respiration. Bien qu'il n'y ait pas de fracture visible, le corps est affaibli. Le problème est simple. Un prédateur a besoin d'une puissance explosive, il a besoin de bondir, il a besoin d'accélérer, il a besoin de maintenir son corps au-dessus de sa proie. Si respirer devient une souffrance, chaque tentative de chasse se transforme en loterie. Le patriarche le sait. Son regard balaie l'horizon sans émotion apparente, mais il n'est pas calme, il est calculateur. Il évalue le temps dont il dispose avant que sa faiblesse ne soit révélée à ses rivaux. Dans ces plaines, le territoire est un accord tacite fondé sur la présence. Si cette présence faiblit, l'accord se rompt. La lionne dominante fait aussi des calculs. Son flanc est blessé. Le saignement n'est pas abondant, mais la plaie est suffisamment ouverte pour être dangereuse. Dans la savane, une blessure profonde est une porte ouverte. Poussière, insectes, bactéries. Elle la lèche avec insistance. Ce n'est pas de la tendresse, c'est de la survie. Les autres lionnes présentent des lésions mineures, raideur dans les virages, appui tardif sur une patte, douleur au flanc. Rien de catastrophique en soi. Mais l'effet cumulatif est dangereux, et c'est là que se révèle la menace centrale. Faim. La plupart des gens associent la faim à un mal de ventre. Ici, la faim se traduit par une baisse de performance, une diminution de la force, de l'agressivité, un échec. Un lion peut rester des jours sans manger, oui, mais non sans conséquences. Au fil des jours, l'énergie nécessaire aux efforts intenses diminue. Le corps épuise ses réserves. La motricité fine perd en précision. Les réflexes ralentissent légèrement. Insuffisant pour un humain observant à distance, mais suffisant pour qu'un bison vous réduise en miettes. Et une blessure est un facteur aggravant de la faim. Se déplacer devient douloureux, on chasse moins, on mange moins, on s'affaiblit et on est davantage blessé. C'est un cercle. Les chiots sont les premiers à le manifester. Leurs cris changent, ils dorment davantage, ils jouent moins. Ils s'accrochent au corps de leur mère, non par affection romantique, mais parce que la chaleur leur permet de conserver leur énergie. La lionne dominante regarde ses petits, puis l'horizon. Elle n'a pas le choix d'attendre tranquillement. Dans le Serengeti, tergiversé, c'est jouer avec le feu. Lorsque le soleil atteint son zénith, le jeune mâle cesse de se battre. Il n'y a pas de drame, pas de fin cérémonieuse, juste un lent relâchement de l'effort. Sa respiration devient de plus en plus irrégulière. Sa poitrine se soulève moins. Ses yeux restent ouverts, mais son regard se perd dans le vague. Les mouches, qui avaient d'abord hésité à cause du mouvement, se posent sans crainte sur son museau, ses yeux, ses oreilles. La mort dans la savane n'a pas besoin de cérémonie. Il a besoin d'une opportunité. Quelques heures plus tard, une lionne s'approche. Elle le renifle. Elle le frôle du museau. Il ne réagit pas. Elle reste immobile un instant, puis s'en va. C'est une scène froide. Mais c'est réel. En moins d'une journée, le cadavre attirera les vautours, et les vautours attireront les hyènes, et les hyènes attireront d'autres hyènes. La savane est implacable. Pendant que Matata se repose sous les acacias, d'autres ombres se déplacent au loin. Hyènes tachetées. Elles n'attaquent pas immédiatement. Elles sont intelligentes. Elles comprennent le danger. Un lion blessé reste un lion. Mais les hyènes n'ont pas besoin d'attaquer aujourd'hui. Elles attendent, tout simplement. Et dans le Serengeti, l'attente est une forme de chasse. Les hyènes entendirent la bataille. Elles sentirent le sang. Elles virent la retraite. Ils savent que quelque chose a changé. Un clan peut rassembler de nombreux individus en quelques minutes si l'occasion se présente. La force individuelle leur suffit amplement. Leur atout le plus sous-estimé est leur persévérance. Ils peuvent suivre des lions pendant des heures, attendant que l'épuisement ou la nécessité les contraignent à commettre une erreur. Matata le sent. Les lionnes regardent là où rien n'est visible, mais elles ne regardent rien. Elles regardent le potentiel, le risque futur. Le patriarche tourne lentement la tête. Il ne rugit pas. Rugir maintenant serait gaspiller de l'énergie et signaler une faiblesse.
La chaleur commence à se calmer. Le ciel se teinte d'orange. La savane devient plus douce à l'œil, mais plus dangereuse en pratique. Les températures chutent rapidement. L'air se densifie. Les sons se propagent différemment. Et l'obscurité offre son principal avantage, l'invisibilité. Les lions se lèvent. Ils se lèvent lentement, comme si chaque corps devait décider si le mouvement en valait la peine. Le patriarche se relève avec précaution. Il marque une brève pause lorsqu'il s'appuie sur sa poitrine blessée. Les lionnes s'étirent. Les lionceaux les suivent de près. Ils n'ont pas d'énergie à gaspiller en jeu vidéo. Ils marchent, tout simplement. La lionne dominante évalue le groupe comme un commandant évalue ses hommes après une défaite. La chasse n'est pas à la portée de tous. Tout le monde ne devrait pas s'exposer. Lors d'une chasse à haut risque, trop de monde engendre bruit, désordre et confusion. La précision est essentielle. Choisissez ceux qui sont en meilleur état. Les autres resteront à distance pour surveiller, prêts à protéger les petits ou à intervenir si l'occasion se présente. Le patriarche accompagnera. Leur présence peut modifier le comportement des buffles, même si leur organisme n'est pas préparé à un tel choc. La nuit tombe, et c'est ainsi que commence la deuxième tentative. Dans la pénombre, les yeux du lion fonctionnent comme des outils de précision. Le Taptum lucidum amplifie la lumière et révèle des contours là où d'autres ne voient que des ombres. Pour eux, l'obscurité n'est pas synonyme de cécité, c'est leur territoire. Les bisons possèdent une ouïe et un odorat excellents, mais leur vision nocturne est moins performante. C'est pourquoi leur défense repose davantage sur la cohésion, la réaction immédiate, la formation d'un cercle et la discipline. Le Storm Pack s'organise pour dormir près de l'eau. Il ne se disperse pas complètement. Ils forment des cercles, les veaux au centre, les femelles autour, les mâles à l'extérieur. Des sentinelles qui se relaient, c'est un système. Mais même un système parfait a des failles. C'est la fatigue qui les crée, la soif les crée. Le simple fait de bouger pour boire, uriner ou se mettre à l'aise les crée. Les lions recherchent les failles. Le matata se déplace avec une légèreté incroyable. C'est là le plus trompeur. Un corps massif capable de produire un silence quasi absolu. Il pose ses pattes avec précaution, amortit ses mouvements grâce à ses coussinets, évite les branches et contourne les pierres instables. Ce n'est pas de la magie, c'est une technique apprise. De loin, la lionne dominante sent déjà le buffle. Puis elle repère le massif sombre. Ensuite, elle aperçoit les sentinelles. Et enfin, elle repère les séparations. Le vent souffle en notre faveur. L'odeur du lion n'atteint pas le buffle. Voilà la différence entre attaquer et mourir. Les lionnes s'éparpillent, elles ne se regardent pas. Inutile. Chacune sait où elle doit se placer. Leurs mouvements s'atténuent, puis elles s'immobilisent. Ventre contre le sol, la respiration contrôlée. Au centre du cercle, un veau s'agite, obligeant une femme à se déplacer légèrement. Un mouvement imperceptible. 1 mètre. 2. Insignifiant pour un être humain. Pour un lion, tout est permis. La femelle se trouve un instant juste à l'extérieur de la zone parfaitement couverte. La lionne dominante sent que ce moment pourrait être l'occasion. Mais il n'a pas encore été lancé, parce qu'il connaît le bison. Il connaît la ruse. Si on attaque trop tôt, tout le groupe réagit. Si on attaque trop tard, l'écart se réduit. Le point optimal se situe dans une fenêtre de quelques secondes, et ces secondes ne viennent pas toujours. Finalement, la lionne dominante explose, accélération brutale et fulgurante. L'attaque est un tir précis, rapide, direct, sans équivoque. Les autres lionnes se mettent en action simultanément, coupant les trajectoires, resserrant les angles, tentant d'empêcher la proie de revenir dans le cercle. Mais la sentinelle rugit. Le son déchire la nuit comme un couteau. La tempête se lève comme une vague noire. Point de panique. L'action est immédiate. Les mâles chargent depuis l'extérieur vers le point de menace, se positionnant comme un rempart mouvant. Les femelles poussent leur veau vers le centre. En quelques secondes, l'espace disparaît. La femme visée court vers le groupe, et il réussit. La lionne dominante bondit, tentant d'agripper le flanc ou le cou, mais plusieurs buffles arrivent en même temps. Cornes basses, masses imposantes. L'un d'eux lui effleure la cuisse. La plaie se rouvre. Du sang. De la douleur, elle retombe mal, roule sur elle-même et se relève en boitant. Il n'y a aucune chance. Les autres lionnes font face à la même chose. Un mur, un périmètre agressif, des charges coordonnées. Pas une seule,
plusieurs. Le patriarche avance, il rugit. Un instant, certains jeunes hommes hésitent. Le rugissement reste une arme psychologique. Mais le dirigeant chevronné n'hésite pas. Reconnaissez le lion, identifiez le schéma. Et aujourd'hui, cette crinière ne signifie plus l'invulnérabilité, fardeau. Le patriarche est insaisissable, non pas parce que j'en ai envie, parce elle le doit. Et cette attitude évasive est un message. L'autorité ne suffit pas. La chasse échoue. Matata se retire en silence, avalant la poussière. Ils ne courent pas, ils s'éloignent simplement avec discipline. Ils économisent leur énergie. Ils respirent bruyamment. Ils lèchent leurs blessures. Les chiots marchent serrés les uns contre les autres. La lionne dominante est frustrée, mais surtout il est alarmé. Ils ont échoué. Et la marge s'épuise. Le patriarche s'allonge sous un copje bas. La pierre conserve un peu de chaleur, ce qui est bénéfique aux lionceaux et leur permet d'économiser leur énergie. La lionne dominante lèche à nouveau la blessure à sa cuisse. Chaque léchage est une brûlure, mais s'arrêter serait pire. Au loin, on entend des rires, hyènes. Ils n'attaquent pas. Ils sont juste là, pour leur rappeler que le Serengeti n'a pas seulement deux visages. Il y a des opportunistes, il y a des observateurs. Et quand la faim se fait sentir, les observateurs deviennent bourreaux. Le 4e jour sans nourriture commence vraiment à se faire sentir. Ce n'est pas simplement vide, c'est une faiblesse. L'ennemi n'a plus de cornes ni de crocs, il est temps. L'aube du 6e jour n'apporte aucun répit. Elle confirme tout. Dans le Serengeti, le temps n'est pas une ligne qui avance. C'est un juge qui élimine les options. La lumière apparaît comme toujours, parfaite, dorée, d'une beauté cruelle. Mais aujourd'hui, elle illumine des corps qui n'ont plus la force d'affronter une nouvelle journée d'incertitude. La meute Matata s'éveille sans élan de jeu. Point de course maladroite de chiots après les insectes. Point de cette brève illusion de normalité qui parfois se glisse au milieu de la violence. Les chiots restent cloués au sol, comme si l'énergie était une ressource physique rationnable. Ils se lèvent lentement, bâillent sans énergie et se recroquevillent contre leur mère. La faim, lorsqu'elle dépasse un certain seuil, cesse d'être une simple sensation et devient un état. Un état qui modifie la respiration, le sommeil et la tolérance à l'effort. Les lionnes adultes se déplacent avec une extrême économie de moyens. Leur corps reste des machines, certes, mais des machines usées. La lionne dominante marche avec une légère raideur à la cuisse blessée. Ce n'est pas un signe visible de loin, c'est un microsignal. Or, la savane est faite de microsignaux. Un microsignal aujourd'hui peut se traduire par une défaite demain. Elle s'arrête, renifle, évalue la direction du vent, puis repart avec le calme tendu de celle qui sait que sa marge de manœuvre s'est réduite comme peau de chagrin. Le patriarche se lève en dernier. La douleur lancinante qui lui étreint la poitrine ne l'a pas quitté. Pire encore, cette douleur a une façon perverse de se comporter. Elle ne disparaît pas, elle s'installe. Durant la nuit, son corps se refroidit et lorsqu'il se lève, tout le reste le submerge. L'homme marque une brève pause, presque imperceptible, lorsqu'il pose le pied à terre. Il inspire profondément, mais son souffle est interrompu. Son corps lui envoie un signal clair. Pas encore. Il répond avec la seule chose qui lui reste, sa volonté. Il marche malgré tout. Non pas parce qu'il le peut, mais parce que son rôle est non négociable. Un patriarche affaibli est une provocation, et les rivaux rôdent toujours, même invisibles. À plusieurs kilomètres de là, le troupeau de la tempête poursuit sa progression. La différence entre les deux groupes semble obéir à une loi physique. Les bisons ne chassent pas, mais leur organisation est une stratégie constante. Ils se déplacent comme une masse compacte, tel un seul animal composé de 500 têtes. Ils ne sont ni pressés ni lents. Leur mouvement est d'une précision chirurgicale. Ils économisent leur énergie, minimisent les risques, évitent les points d'eau trop ouverts et se regroupent dans les hautes herbes. Rien de spectaculaire, certes, mais c'est ce qui leur permet de survivre. Le chef des bisons, un vétéran, maintient sa position en tête. Sa présence est un point d'ancrage psychologique. Les griffures sur son front ont formé des croûtes dures. La douleur persiste, mais le corps du bison endure les souffrances comme un mur endure les tempêtes. 2 femelles boitent encore. Un veau meurtri s'accroche à sa mère. Rien n'arrête la progression, car le troupeau ne gravite pas autour de l'individu. Il gravite autour de la continuité. Mais même une forteresse a des points faibles.
Un vieil homme commence à prendre du retard. Ce n'est pas un effondrement brutal, mais un lent déclin. D'abord, les pauses s'allongent d'une seconde. Puis les pas se raccourcissent. Plus tard, la boiterie, d'abord légère, devient un langage à part entière. La patte arrière est infectée. Les tissus sont chauds, enflammés, douloureux. Chaque pas est une torture, comme si le sabot prenait feu. Le mâle tente de compenser en reportant son poids sur la patte saine, mais il perd ainsi son équilibre. Et un corps asymétrique est un corps maladroit. Les femelles alentour le remarquent. Quelques-unes jettent un coup d'œil, soufflent bruyamment et s'éloignent. Aucune agressivité, aucune bousculade délibérée. Juste une décision biologique qui se passe de cérémonie. Le groupe poursuit son chemin. Le chef expérimenté tourne la tête une fois. Il observe, il prend des notes, il poursuit sa route. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une logique implacable. Laisser un traînard en arrière augmente le risque d'embuscade pour tous. Cela ralentit la progression. Cela les oblige à se regrouper sur un terrain qu'il vaudrait mieux éviter. Le Serengeti punit sévèrement les groupes qui perdent leur mobilité. Le vieil homme s'arrête. Le bruit du troupeau qui s'éloigne se mue en un murmure profond qui s'estompe avec la distance. La poussière soulevée par des centaines de sabots flotte un instant avant de retomber. Et quand la poussière retombe, la solitude se révèle. La solitude, dans le Serengeti, n'est pas synonyme de silence. C'est une exposition. Il s'agit d'être visible sous tous les angles. Elle doit être sentie par tous les vents. C'est en train de devenir une information qui se lit dans l'air. Il y a une faiblesse ici. Le vieux mâle se tourne face au vent. Il renifle. L'odeur de sa propre infection est forte, aigre, métallique. Et pour un prédateur, c'est presque une publicité. Il perçoit aussi autre chose, plus dense, plus musqué. Des lions. Pas un seul, plusieurs. Le buffle ne panique pas. La panique est inutile quand les options sont limitées. Au lieu de cela, il cherche un abri. Il regarde à gauche, à droite, et repère un kopje, un affleurement rocheux qui peut lui servir de couverture. Il s'en approche en traînant sa patte blessée. Chaque mètre est douloureux, mais chaque mètre réduit son angle d'attaque. Un buffle adossé à un rocher est moins vulnérable qu'un buffle en terrain découvert. À son arrivée, il se positionne dos au rocher. Il ne se couche pas, il ne s'assoit pas, il garde la tête haute, cornes pointées vers l'avant. Sa patte valide est bien ancrée au sol. Sa patte blessée effleure à peine le sol. Il inspire profondément et pousse un beuglement sourd et prolongé. Ce n'est pas une menace théâtrale, c'est une simple affirmation. Je suis toujours payé. À des kilomètres de distance, la meute Matata repère l'opportunité avant même de la voir. La lionne dominante s'arrête net. Elle inspire profondément, une fois, deux fois. L'odeur n'est pas celle de toute une troupe. Elle est différente, moins diluée, plus concentrée, et mêlée à une odeur que les prédateurs apprennent à reconnaître car c'est l'odeur de la victoire, la maladie, l'infection, la faiblesse. La différence est énorme. Un bison au sein d'un troupeau forme un mur de cornes, une réaction collective immédiate. Un bison solitaire, c'est une autre histoire. Une situation qui se résout avec patience. Les lionnes se mettent en action, non pas avec enthousiasme, mais avec détermination. La faim, qui jusqu'alors exerçait une pression constante, devient leur moteur. Une femelle reste avec les lionceaux. Son rôle est désormais la défense. Une meute de hyènes pourrait tenter de s'approcher si elle sent le sang. Et lorsque les lions sont affaiblis, les hyènes deviennent plus audacieuses. Le patriarche se relève péniblement. Il sait que son corps n'est pas prêt pour un affrontement direct, mais il sait aussi que sa présence pourrait être cruciale dans les derniers instants, lorsque la proie sera épuisée et qu'il faudra recourir à la force brute pour l'achever. Matata ne court pas vers le buffle. Marchez, car il ne s'agira pas d'une chasse à l'explosif. Ce sera une guerre d'usure. Et dans l'usure du temps, le temps est une arme. À quelques centaines de mètres, ils aperçoivent le buffle. Adossé au rocher, cornes déployées, tête baissée, il ne s'enfuit pas. Son attitude signifie « Si vous venez, vous devrez payer ». La lionne dominante l'observe longuement. Elle évalue sa patte arrière, comment elle supporte son poids, le temps qu'il lui faut pour retrouver son équilibre. Elle évalue sa respiration, s'il halète, s'il y a de longues pauses, si sa poitrine se soulève et s'abaisse. Elle évalue son attention. Si le buffle le suit du regard ou s'il se déconcentre, ce n'est pas une embuscade, c'est un siège. Les lionnes se déploient en un large cercle, hors de portée des cornes du buffle.
L'une d'elles s'approche légèrement par la gauche. Le buffle tourne la tête. Une autre se déplace par la droite. Le buffle tourne à nouveau. Le but n'est pas encore de mordre. Le but est de le forcer à se retourner, à déplacer son poids, à utiliser sa patte blessée, à dépenser de l'énergie. Le buffle tente d'intimider par une brève charge. 2 pas, 3, poussière, cornes fendant l'air. La lionne bat en retraite sans difficulté. Pour elle, c'était un coup bas. Pour lui, ce fut une erreur coûteuse. Minute, puis 1 heure, le soleil se lève. La chaleur se traduit par une pression physique. Le buffle respire plus fort. L'infection le ronge silencieusement. Ce n'est pas seulement la douleur. Son corps lutte contre les bactéries, puisant dans ses maigres ressources internes. Le buffle beugle moins. Non pas par honte, mais parce que l'air se fait rare. Les lionnes persistent, patientes. Elles s'approchent tour à tour et provoquent le buffle. L'une fonce droit sur lui. Le buffle baisse la tête et menace de charger. Elle recule. Une autre s'approche par derrière. Le buffle se retourne difficilement, sa patte blessée tremble un instant, puis il se redresse. Ces moments sont des fissures. Le patriarche reste en retrait, observant. Il n'intervient pas. Il sait qu'une corne pourrait lui transpercer le flanc. Sa poitrine encore à vif, un tel coup lui serait fatal. Son rôle aujourd'hui est d'attendre le moment où la proie ne pourra plus se défendre. En milieu de matinée, le bison commet une micro-erreur. Il ne tombe pas, il ne s'effondre pas. Il se contente de mal positionner sa patte blessée en se retournant. Son genou se plie légèrement. Son corps se déséquilibre une fraction de seconde, puis se rétablit. Pour un être humain, rien. Pour une lionne, une publicité. La lionne dominante change de posture, ses épaules s'affaissent, sa queue bouge à peine. C'est un signal minimal pour les autres. Une porte s'est ouverte. La pression augmente maintenant. Une lionne s'approche plus près que d'habitude. Elle force le buffle à charger. Il s'élance furieusement, 4 pas, 5, mais sa patte blessée réagit trop tard. Le buffle s'arrête, retourne au rocher et respire bruyamment. La sueur se mêle à la poussière. Ses yeux restent brillants, mais une autre sensation apparaît, la fatigue. Les lionnes ne sont pas pressées, mais elles ne peuvent pas non plus prolonger indéfiniment le combat. Elles aussi dépensent de l'énergie. Elles aussi ont faim. Elles aussi sont blessées. L'équilibre est fragile. Elles doivent forcer la chute sans s'exposer à un coup fatal. Soudain, la lionne dominante approche par le flanc, plus près que d'habitude. Le buffle tente de se retourner rapidement, mais le mouvement est maladroit. Sa patte blessée ne répond pas. C'est cette seconde qu'ils attendaient. La lionne se jette sur le buffle et plante ses griffes dans son flanc. Elle ne mord pas encore. Elle s'accroche. Son poids fait basculer le buffle sur le côté. Une autre lionne arrive par derrière et mord près de la croupe, cherchant à le déséquilibrer, non à le tuer. Le buffle secoue son corps et parvient à projeter la seconde lionne à plusieurs mètres. Un instant, on croit qu'elle va reprendre le contrôle. Mais le prix est élevé. Le choc le déséquilibre. Sa patte blessée cède à nouveau. Le buffle s'agenouille un instant sur ses pattes avant, se relève, beugle et charge avec une fureur désespérée. Les cornes d'une lionne le frôlent à quelques centimètres. L'air claque comme un fouet. Cette corne pourrait déchirer un abdomen comme un chiffon. Le buffle continue de se battre. Et c'est là que réside la tragédie biologique. Elle ne renonce pas parce qu'elle veut vivre. Elle renonce lorsque le corps ne peut plus la soutenir. Les lionnes encerclent à nouveau son adversaire. Elles lui laissent juste le temps de reprendre son souffle pour mieux le lui épuiser. Elles le provoquent, reculent, puis le provoquent de nouveau. Le buffle tourne sur lui-même, défendant un château qui s'écroule de l'intérieur. Le soleil approche de midi, la chaleur est intense, la langue du buffle pend. Sa respiration est haletante et profonde. Des mouches se posent sur le sang frais de ses griffures. Le buffle tente de les chasser en secouant la tête, mais chaque hochement lui coûte de l'énergie. Les lionnes reviennent, l'un s'accroche à son flanc. Un autre mord le bas de son cou, cherchant à prendre le contrôle de sa tête. Le buffle se débat, pousse, tente de se contorsionner pour agripper le rocher avec ses cornes. Mais le rocher, qui le protégeait jadis, le contraint désormais. Il ne peut plus se mouvoir librement. Son avantage se transforme en prison. La jambe malade est manifestement défaillante. Le buffle s'effondre sur ses genoux avant. Il tente de se relever. Il se redresse un instant, puis retombe. Non pas qu'il abandonne, mais parce que ses muscles ne répondent plus. Infection, déshydratation, douleur, chaleur, tout cela s'accumule.
Les lionnes perçoivent le changement comme s'il s'agissait d'une nouvelle odeur. Ce n'est plus un siège, ça ferme. Le patriarche avance. Il ne court pas. Il marche d'un pas lent et mesuré. Il sait qu'un buffle est dangereux jusqu'au dernier moment. Un seul coup fatal peut être mortel. Mais il sait aussi que s'il n'intervient pas, les lionnes risquent de rester trop longtemps sans défense. Et la moindre erreur pour réduire la distance serait une tragédie. Il s'approche par le côté, cherchant la gorge. Le buffle tente de lever la tête pour la gripper. Ses cornes se dressent, mais moins rapidement qu'auparavant. Le patriarche l'évite de justesse. Il se jette sur lui. Ses mâchoires atteignent la trachée. Pressée, elle ne lâche pas prise. Le buffle mugit d'une voix si puissante qu'elle semble fendre l'air. Il tente de secouer le lion, mais son corps n'a plus cette force explosive. Ses sabots frappent le sol, poussière, désespoir mécanique. La poitrine du buffle se soulève rapidement. Il halète, cherchant désespérément de l'air qui lui manque. Les lionnes le tiennent par les flancs, l'empêchant de retrouver son équilibre. L'une le mord près du museau pour lui immobiliser la tête. Une autre s'accroche à son flanc. Le buffle tente de se relever, mais en vain. Sa gorge s'affaisse sous la pression des lionnes. Respirer devient impossible. Le processus n'est pas instantané. La mort par asphyxie chez les grands animaux est lente. Elle ne dure pas une seconde, mais une minute, voire plus. Pendant ce temps, le corps continue de lutter par instinct. Il n'y a pas de résignation, seulement des mécanismes biologiques. Le buffle se débat, tremble, tente de se retourner, de respirer. Ses yeux restent ouverts, alertes, furieux, jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent comme une lumière qui s'éteint. D'abord, les jambes s'arrêtent, puis il baisse la tête, puis la poitrine cesse de se débattre. Calme. Le silence qui suit n'est pas solennel, c'est fonctionnel. Car dès que le buffle tombe, le Serengeti se met à tourner autour de la carcasse comme si c'était une cloche qui appelait tout le monde. Des vautours apparaissent dans le ciel, encore lointains, mais déjà en train de tournoyer. Les hyènes observent à distance. Elles n'approchent pas encore. Le patriarche est là, et les lions, bien que blessés, restent dangereux. Mais les hyènes n'ont pas besoin de se presser. Leur stratégie consiste à attendre que les lions soient rassasiés, à ralentir, puis à battre en retraite. Matata se nourrit d'urgence. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de respect. Dans le Serengeti, quand on capture un buffle, on le mange avant même que tout l'écosystème ait eu le temps de se disputer la propriété. Les lionnes lui ouvrent le ventre d'un coup sec. L'odeur du sang frais se répand dans le vent comme un signal. Les lionceaux arrivent, menés par la mère restée en arrière. Ils mangent les premiers car leurs chances de survie sont les plus minces. Ils s'accrochent désespérément à la viande. Leur ventre gonfle, leur respiration ralentit. Les lionnes mangent rapidement, alternant bouchées et regards vers l'horizon. Chacune sait que le festin est soumis à une horloge invisible. Le patriarche prend sa part et le simple fait de manger modifie son état. Son corps se ressource. La douleur ne disparaît pas, mais il a désormais l'énergie nécessaire pour l'endurer, pour guérir, pour résister. Les vautours se rapprochent. Les hyènes se déplacent en demi-cercle, sondant la distance. L'une d'elles rit au loin, un rire qui semble moqueur mais qui est en réalité un moyen de communication. Elles appellent d'autres prédateurs. La lionne dominante lève la tête, le museau taché et observe. Il sait que cette fête n'est la fin de rien. C'est une pause, car demain la fin reviendra. Car la meute de Storm existe toujours. Car le territoire demeure un échiquier où d'autres lions peuvent surgir. Car les lionceaux grandiront et réclameront davantage. Car le patriarche est toujours blessé. Et car les rivaux perçoivent toujours la faiblesse. 60 kilos de viande peuvent disparaître en un peu plus d'une heure lorsque le troupeau est à son maximum. Un gros buffle offre un véritable répit. Cela ne change rien au résultat, mais cela offre une certaine marge de manœuvre. Lorsqu'ils se retirent enfin, ils laissent derrière eux une carcasse qui n'appartient plus ni au buffle ni au lion. Dans quelques heures, elle appartiendra à l'écosystème, aux hyènes qui dévoreront les restes, aux vautours qui nettoieront les tendons, aux insectes qui joueront leur rôle. Rien ne se perd. La mort nourrit la vie, et la vie, à son tour, engendre la mort. Matata marche vers une ombre lointaine, plus lourd, plus lent. Mais pour la première fois depuis des jours, le désespoir n'est plus son seul compagnon. Les lionceaux, le ventre plein, titubent et s'allongent. Les lionnes se prélassent. Le patriarche respire plus calmement.
La nuit ne sera plus une nuit de faim extrême. Mais ça reste le Serengeti, et le Serengeti ne cesse jamais de se charger. Le Serengeti n'a pas de mémoire sentimentale, mais il en possède une mécanique. Il se souvient avec les corps. Il se souvient avec l'herbe couchée qui met des jours à repousser. Il se souvient avec l'odeur persistante du sang, même si personne ne la nomme. Ici, le passé n'est pas conservé dans les récits, il est conservé dans les réactions. La première chose qui change, c'est l'air. Même si les lions sont partis, l'odeur persiste. Fer humide, graisse chaude, sang mêlé à la poussière. C'est un message chimique qui parcourt des kilomètres, invisible et pourtant précis, et qui éveille quelque chose chez chaque prédateur et charognard. Pour certains, c'est un signal d'alarme. Pour d'autres, une opportunité. Pour tous, une invitation. Les vautours apparaissent comme des points noirs dans le ciel avant même qu'un animal au sol n'approche. Ce sont les astronomes de la mort, ils n'ont pas besoin d'entendre le combat. Il leur suffit de déchiffrer le schéma. Des lions qui battent en retraite, le ventre lourd, l'herbe couchée autour d'un point fixe, des ombres qui s'approchent avec prudence. Mais ils ne descendent pas immédiatement, ils attendent. Ils savent qu'un lion rassasié reste un lion. La patience fait aussi partie de leur nature. Plus près du sol, les hyènes se déplacent avec une intelligence que beaucoup sous-estiment. Ce ne sont pas que des chiffres, mais des calculs. Elles savent lire entre les lignes. Si elles approchent trop tôt, elles en paient le prix. Si elles attendent trop longtemps, un autre clan arrive, des chacals aussi, et la chair est arrachée. Puis elles avancent, comme une marée. Elles approchent, marquent une pause, testent le terrain, reculent, puis approchent de nouveau. Chaque pas est une question. Est-ce à nous ? Le Serengeti ne répond pas par des mots. Il réagit en montrant les crocs. À l'ombre clairsemée d'une colline, Matata se repose. Le repos n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Manger un buffle, même vieux et affaibli, est rare et coûteux. Ce n'est pas un événement festif, c'est une nécessité. Les chiots s'effondrent les premiers. Leur petit corps, qui semblait apathique quelques jours auparavant, sombre maintenant dans un sommeil profond. Leur nombril est gonflé. Leur respiration est haletante. Ce son, qui pourrait passer pour un signe de vulnérabilité, est en réalité le signe de quelque chose de plus important. Pendant quelques heures, leur organisme n'est plus en état de détresse. Avant, la faim dominait tout. Désormais, le métabolisme peut se concentrer sur la réparation, la croissance et le renforcement. Les lionnes forment un rempart vivant autour d'eux. Certaines lèchent méticuleusement leurs blessures. D'autres scrutent l'horizon sans jamais vraiment s'endormir. Leur vigilance ne faiblit jamais, car le danger ne disparaît pas lorsqu'elles se nourrissent. La lionne dominante est allongée sur le dos, la patte blessée tendue. Le sang a séché, la plaie brûle. Elle la lèche avec insistance. Sa langue n'est pas un remède miracle, mais c'est tout ce qu'elle a. Le patriarche recule de quelques mètres, non par distance émotionnelle, mais en raison de son rôle. Sa poitrine le fait encore souffrir, mais la nourriture change quelque chose d'essentiel. Le corps cesse de puiser dans ses réserves pour assurer ses fonctions vitales. Il peut désormais investir son énergie dans la réparation. Pour le paysage, ce changement invisible peut faire la différence entre la survie et l'effondrement. Car le Serengeti n'accorde pas de seconde chance par compassion. Il ne les délivre que si l'organisme peut les payer. Manger ne signifie pas dominer. En réalité, après un repas, le risque peut augmenter. Un lion, le ventre plein, se déplace moins efficacement, moins de vitesse, moins d'agilité et moins de temps pour réagir en cas d'attaque. Les hyènes le savent, tout comme les lions rivaux. Aux confins du territoire Matata, de jeunes mâles patrouillent tels des ombres qui ne veulent pas être vus, mais qui veulent voir. Nomades, marginaux, mus par la nécessité. Ils n'ont ni femelles, ni petits. Rien à protéger, si ce n'est leur avenir. C'est ce qui les rend dangereux. Ils peuvent prendre des risques qu'un patriarche n'oserait pas. Les rugissements lointains sont politiques. Un rugissement fort et soutenu dit « je suis entier ». Un rugissement faible ou absent dit autre chose. L'absence aussi parle. Le patriarche rugit moins, non pas parce qu'il a perdu le contrôle, mais parce qu'il comprend le risque de se faire remarquer alors que son corps est encore en convalescence. Rugir, c'est provoquer ses rivaux et les inciter à tester leurs forces. Aujourd'hui, ce n'est pas judicieux. Les lionnes adaptent leurs habitudes. Elles préservent leur cohésion. Elles ne s'attardent pas trop longtemps au même endroit, car cela laisse des traces.
Et ces traces sont des avertissements. Il y avait de la viande ici, du repos là, une faiblesse potentielle ici. Le Serengeti n'a pas besoin de caméras ni de satellites pour la surveillance. Il lui faut du vent. Pendant que Matata se repose, la meute de la tempête poursuit sa marche. Nul ne célèbre la victoire précédente. Nul ne manifeste de deuil pour le vieux mâle resté sur place. La continuité règne. Le chef expérimenté marche devant. Une coupure près de son œil est une ligne nette. Ce n'est pas un ornement, c'est un rappel. Lui aussi sait que le Serengeti ne finit jamais. Le troupeau ajuste ses itinéraires. Il évite les mares trop exposées. Il privilégie les zones où le terrain offre une meilleure visibilité, où l'herbe ne gêne pas la vue, où le vent transporte les odeurs en amont. Ce sont des décisions subtiles qui semblent instinctives, mais qui relèvent plutôt d'une mémoire collective. Les buffles se souviennent. Elles ressemblent à de la boue avec des empreintes de pattes de lion. Elles ressemblent à des copges d'où les prédateurs guettent. Ils se souviennent du son d'une alarme. Et parfois, elles ressemblent à des schémas individuels. Ils ne les perçoivent pas comme des noms. Ils les stockent comme des moules. Ce type de crinière, ce type d'oreille, ce type d'attaque par ce type de vent. La mémoire est une arme sociale. Les veaux apprennent sans s'en rendre compte. Ils se poussent, se heurtent. Mais ces jeux sont des répétitions. Des répétitions pour la force, l'équilibre et le positionnement. Un veau qui apprend à pousser, apprend aussi à résister. Un veau qui apprend à se déplacer dans le cercle, apprend où il sera en sécurité à la tombée de la nuit. The Storm n'est pas qu'un simple groupe. C'est une école de survie ambulante. À Matata, l'avenir dort, respire et grandit. Avec le temps, le jeu réapparaît instinctivement. Les petits se poursuivent, se cachent et s'exercent à des sauts maladroits. Mais même dans le jeu, la savane est une source d'apprentissage. Une approche bruyante est inutile. Un saut mal calculé se termine par une chute. Une morsure trop forte est corrigée. L'apprentissage du lion est long. Personne ne n'est prêt à affronter un buffle. Il faut des années d'apprentissage, d'observation et d'échecs. Au bout de 6 mois, ils traquent mal et se trahissent d'eux-mêmes. À 8 mois, ils essaient de sauter. Chaque année, ils participent à la construction de petits barrages. Elles peuvent être utiles dès l'âge de 2 ans. Tous 3 devraient faire face à une réelle concurrence. Ce long apprentissage est un luxe coûteux. Et le luxe se paie par une subsistance constante. C'est pourquoi les lionnes sont le cœur de l'organisation. Si elles échouent, il n'y a pas d'avenir. Et les veaux apprennent autre chose, plus discrètement, la hiérarchie des risques. Ils comprennent qu'un bison ne se déchaîne pas comme un gnou. Ils comprennent qu'un troupeau de bisons ne se disperse pas comme des gazelles. Ils comprennent que le rugissement du patriarche n'est pas toujours décisif. Ce savoir s'inscrit dans leur corps et devient un jour instinctif. Tandis que Matata et Tormenta poursuivent leur danse, tout le Serengeti s'éveille. Un léopard observe du haut d'un arbre, évitant le conflit. Sa stratégie repose sur la précision et la hauteur. Un guépard fond sur une gazelle avec une vitesse fulgurante et subit son drame habituel. Il peut tuer rapidement, mais ne peut se défendre. Des crocodiles patientent avec une patience ancestrale dans les rivières aux eaux brunes. Des hippopotames marquent violemment leur territoire dans l'eau sans avoir besoin de chasser de grands mammifères. Et les hyènes sont partout. Ils sont le système circulatoire du Serengeti. Où que quelque chose tombe, ils le trouvent. Où qu'il y ait une faiblesse, ils la détectent. Ce ne sont pas des seconds couteaux. Ils incarnent une autre forme de domination. La domination par le nombre, par l'endurance, par l'intelligence sociale. Cette diversité de stratégies maintient l'équilibre. Si une pièce disparaît, l'échiquier change. Mais le Serengeti d'aujourd'hui n'est pas une capsule isolée. Le climat change, les précipitations sont moins prévisibles. Les sécheresses durent plus longtemps. Les zones qui offraient autrefois des pâturages à certaines périodes de l'année ne sont plus que poussière. Les points d'eau s'assèchent plus rapidement. Cela contraint les proies et les prédateurs à se concentrer en un nombre réduit d'endroits. Et là où la vie se concentre, la mort l'est aussi. La concurrence s'intensifie. Les lions, qui occupaient autrefois des territoires distincts, s'affrontent plus fréquemment. Les hyènes deviennent plus agressives. Les bisons empruntent des routes plus dangereuses. Les veaux naissent à des périodes moins propices. La pression est constante. Et puis, il y a la présence humaine. Le bétail domestique se dispute les pâturages.
Les routes perturbent les voies de migration. Un lion chassant une vache peut être empoisonné. Un buffle peut être chassé illégalement. Le braconnage ne respecte pas les lois de l'écologie. Il ne choisit pas les plus faibles, mais ceux qui lui conviennent. Les efforts de conservation visent à maintenir l'équilibre sans le perturber. Patrouille, éducation, tourisme responsable et gestion des conflits entre l'homme et la faune sauvage font partie intégrante de cette démarche pour préserver la savane. Car si le Serengeti cesse de fonctionner comme un système, il ne pourra être remplacé par rien d'autre. Il se perd. Le soir retombe. Le ciel se teinte de rouge, d'orange et de violet. Les ombres s'allongent. L'air se rafraîchit brusquement. Et avec le froid arrive le moment où la savane change de main. Les lions se lèvent, pas toujours pour chasser. Parfois, simplement pour rappeler au monde leur présence. Le patriarche, si sa poitrine le lui permet, se dirige vers un point culminant. La lionne dominante scrute l'horizon. Les lionceaux restent près du groupe, non pas par peur comme un humain, mais parce que leur instinct leur dit que la nuit recèle d'autres dangers. Au loin, on entend un rugissement. Ce n'est pas qu'une question de son, imité des autres animaux. Elle ne s'attarde pas au même endroit. Elle explore, elle observe, elle creuse. Son long bec est un outil de précision. Il traque les insectes là où les autres ne peuvent aller. Crevasses, terre meuble, troncs d'arbres. Chaque capture est rapide, chaque pause est brève. L'environnement ne tolère aucune distraction. La huppe ne domine pas le territoire, elle le relie. Sa présence indique le passage, le flux, la relation entre différents espaces. La Suisse sauvage ne fonctionne pas par scènes isolées. Elle fonctionne comme un système de tensions imbriquées. Chaque organisme réagit à des défis différents, mais tous sont liés par un même facteur. La marge d'erreur est infime. Ici, rien n'arrive sans conséquence. Et pendant que tout cela se déroule dans le silence, le climat se prépare à changer à nouveau. Car dans ces montagnes, la stabilité ne dure jamais très longtemps.